il a vendu les parties du corps de sa mère pour devenir riche. Le premier magasin de produits surgelés d'Umuaka ne fut pas construit par un étranger venu de la ville. Il fut bâti par Shindu, le fils de Mamefeoma, une femme connue pour ses prières ardentes et sa voix fêlée qui menait souvent les dévotions du matin à l'église, et qui avait passé des années à genoux à demander à Dieu d'ouvrir l'avenir de son unique fils. Nul ne savait comment Shindu, qui jusque-là enchaînait les petits boulots et traînait des dettes, avait soudain lancé une affaire si vaste que même les commerçants de la grande ville en étaient jaloux. Chaque matin, ses congélateurs ronronnaient d'un bourdonnement régulier et exhalaient l'odeur crue de viande fraîche. L'enseigne, peint en lettres grasses et fières, proclamait Majestic Frozen Foods, et les clients affluaient, des femmes aux paniers tressés serrés contre leurs hanches, des hommes aux sacs en nylon qui claquaient contre leurs cuisses, jusqu'aux enseignants bien habillés du collège voisin qui venaient choisir de beaux morceaux emballés proprement. L'endroit bruissait comme une ruche, les blagues fusaient, des rires éclataient, et l'argent passait de main en main avec la fluidité d'un ruisseau en saison de pluie. Pourtant, quelque chose clochait, une absence qui s'élargissait comme une ombre au milieu de la lumière. Mama Ifeoma, dont la présence animait autrefois les premières rangées de l'église et dont les mains calleuses se levaient vers le ciel pour appeler la bénédiction, avait disparu. Personne ne l'avait vue depuis le jour où Shindu avait coupé le ruban rouge et poussé sa boutique toute neuve. Au début, les voisins de ce qui n'était plus vraiment Umuaka dans les conversations, tant la prospérité semblait déplacer les repères, mais plutôt humain sur les lèvres de ceux qui aimaient renommer les lieux par leurs rumeurs, se contentaient d'un haussement d'épaules, amusés d'imaginer la vieille mère partie profiter du confort ailleurs. Un après-midi, un voisin âgé posa la question d'un ton doux mais perçant, demandant où était passée la mère, et Shindu répondit avec ce sourire net et pressé qu'il avait appris à afficher, affirmant qu'elle était au loin, partie à l'étranger pour se reposer, parce qu'elle le méritait après tant d'années de souffrance et de prière. Un autre, plissant les yeux, voulut savoir d'où venait l'argent qui avait permis de démarrer une boutique aussi grande, et Shindu, sans se troubler, expliqua qu'il avait participé à une contribution en ville, une tontine, et que son tour était venu de toucher la cagnotte, ce qui avait lancé son affaire. Les hommes se regardèrent et hochèrent la tête, contents d'avoir une histoire à laquelle s'accrocher, et l'un d'eux répéta à mi-voix que la tontine, oui, cela expliquait tout, même si son timbre laissait filtrer un filet de doute que le vacarme des congélateurs finit par étouffer. La file avança, les paniers s'ouvrirent, les sacs se remplirent, et la vie reprit sa danse sous la lumière blanche des néons. Car dans Humain, comme dans beaucoup d'endroits où la vie se gagne au prix du dos courbé et des rêves froissés, peu se penche pour questionner ce qui marche, surtout lorsque la viande demeure abordable et que la fraîcheur ne manque jamais. Pourtant, plus d'un cœur gardait une inquiétude muette qui cognait doucement contre la poitrine, une petite pierre de curiosité incrustée dans la chair, et la même question revenait, tenace, poussée par les ragots du marché et les conversations du soir sous les mantiers. Comment le garçon qui quémandait des petits travaux au carrefour pouvait-il maintenant tenir le plus grand commerce de surgelés du coin? Comment ces congélateurs ne se vidaient-ils jamais, même quand les bouchers d'ailleurs se plaignaient de pénurie et de routes coupées par la pluie? Les jours s'étiraient en rubans luisants, la boutique ouvrait tôt et fermait tard, les professeurs du lycée voisin prenaient l'habitude de s'y arrêter après les cours, parlant de copies à corriger en attendant qu'un plateau de poissons soit emballé, des apprentis charriant des caisses humides et glacées en se chamaillant, et parfois un éclat de voix montait, vite apaisé par le sourire de Shindu qui savait ramener les choses à la bonne température, comme s'il avait appris à régler les âmes. Comme il réglait ses machines. À l'église, les fidèles remarquèrent l'absence de la vieille, puis l'oubli fit son œuvre chez certains, et chez d'autres la prière se chargea d'un nom en moins, une chaise vide mal remise après le culte. Au marché, les femmes qui avaient habitude de marchander avec Mama Ifeoma pour de l'huile de palme se surprirent à parler d'elle au passé, puis à changer de sujet en voyant le fils passer avec ses lunettes neuves et son pas pressé. Humain vibrait d'un mélange d'admiration sincère et de jalousie cachée, cet accord étrange qui accompagne toujours la réussite rapide, et la boutique devenait une sorte de phare brillant au milieu des maisons basses, avec, derrière, le ronflement régulier des moteurs qui promettaient chacun leur part de fraîcheur. On disait que Shindu avait maintenant des relations au-delà des collines, qu'il s'était fait des amis parmi les transporteurs de bétail et qu'il avait un réseau de fournisseurs inépuisables, et chacun répétait ce qu'il avait envie de croire, car c'est ainsi que naissent les vérités commodes dans les villes où tout le monde se connaît.
La première vendeuse, une jeune femme vive de la rue des Teinturiers, affirmait que les congélateurs n'avaient jamais cessé de tourner ne serait-ce qu'une heure, et qu'elle-même n'avait jamais vu la glace collée aux parois comme dans les vieilles machines des autres, signe que tout était entretenu avec une rigueur d'horloger. Les enseignants du secondaire plaisantaient en disant que la réussite de Chindou devrait être étudiée en économie, pendant que les mécaniciens du carrefour baragouinaient des hypothèses en montrant du doigt la nouvelle enseigne où la peinture ne s'écaillait pas, même sous l'averse. De temps en temps, quelqu'un, toujours le même vieux voisin au regard qui voyait loin, reposait la même question poliment, demandant si des nouvelles étaient venues de la mer, et Chindou répondait par la même histoire polie et douce, qu'elle se reposait, qu'elle envoyait des salutations, qu'elle avait même pris du poids et que la mer lui réussissait, et cette peinture d'un quotidien lointain, faite de repos et de soleil, calmait brièvement les esprits. Pourtant, la rumeur comme une herbe folle continue de pousser même sous la dalle la plus lourde, et dans les arrière-cours, on murmurait que certaines nuits, on avait vu des camionnettes reculer derrière Majestic Frozen Fuse à des heures où la plupart dorment, et qu'au petit matin, on retrouvait des traces d'eau rose dans le caniveau, effacées vite fait par des seaux d'eau savonneuse. Certains disaient que cela prouvait seulement que l'homme travaillait dur et qu'il avait compris que la fraîcheur se gagne à la diligence et aux horaires que d'autres n'osent pas tenir. Le contraste entre la pénurie chez les autres et la constance de son abondance restait un mystère que l'on maquillait avec des mots connus, réseau, tontine, chance, labeur, bénédiction, et le village, ou plutôt la petite ville qui se voulait déjà plus grande que ce que montrait sa carte, buvait ses explications comme on boit une eau dont on connaît l'amertume mais dont on a besoin pour survivre à midi. Les jours de marché, la foule gonflait devant la boutique, l'air froid s'échappait en bouffées blanches quand la porte s'ouvrait, et les mains se tendaient vers des sacs de morceaux soigneusement pesés, pendant que la caisse tintait à un rythme que les voisins finirent par reconnaître comme la musique de la prospérité. Les mères revenaient chez elles avec des paquets enveloppés et se félicitaient d'avoir trouvé du bon à prix correct. Les hommes rentraient en tapotant l'épaule de Chindou, lui souhaitant longue vie et plus de clients, et lui, encerclé de cette bienveillance pratique, s'inclinait juste comme il faut, promettant de ne jamais faillir. La vie, dans ces semaines-là, semblait avoir été réarrangée autour du bleu des congélateurs et de l'éclat blanc des uniformes propres de ses employés, et le carrefour même avait changé de parfum, adoptant celui du froid salin qui s'accroche aux mains. Mais l'absence, elle, continuait à grincer comme une porte que l'on n'ose pas ouvrir, et sur les bancs en bois, après la messe du dimanche, le silence se posait un instant quand la conversation glissait vers la mer, puis repartait aussitôt vers d'autres sujets plus faciles, les récoltes, la pluie, les nouvelles de la route. Le prix du carburant. Il y avait aussi, à la lisière des confidences, cette perception que les affaires vont trop bien pour une histoire aussi simple que la tontine, et que l'aisance de Chindou avait le goût d'un plat trop relevé, celui qui fait saliver et inquiète tout à la fois. On vit bientôt des signes visibles de son ascension, une petite parcelle achetée au bout de la rue qui portait encore l'odeur d'herbes écrasées, un costume trop neuf qui brillait même à l'ombre, une chaîne dorée qui attrapait la lumière avec ostentation, et des enfants qui le montraient du doigt en chuchotant que c'était désormais l'homme le plus riche de leur coin. Pourtant, chaque fois que quelqu'un ramenait la conversation à la vieille femme, il retombait sur les mêmes phrases lisses, celles du séjour à l'étranger qui lui redonnaient des forces, et les auditeurs, déjà distraits par la promesse d'une viande bien coupée, repartaient avec leur achat et la sensation confuse d'avoir manqué quelque chose sans savoir quoi. Les rares qui voulurent pousser plus loin furent vite noyés dans le bruit du commerce, car là où l'argent coule et où la majorité est satisfaite, les questions s'usent comme des sandales sur la latérite. Ainsi, Majestic Frozen Foods devint plus qu'une boutique, une sorte d'emblème de réussite et de modernité dans humain, et tout le monde voulait en être proche, porter chez soi un peu de la fraîcheur de ses congélateurs, se réchauffer le cœur au spectacle d'une ascension fulgurante. Sous cette surface lisse, sous l'éclat des balances électroniques et des papiers d'emballage brillants, quelques regards restaient accrochés à l'ombre laissée par Mama et Fayoma, à ce siège vide qui semblait attendre un corps qui ne revenait pas, à ce nom qu'on prononçait de moins en moins par crainte de perturber un équilibre fragile. Mais la foule a horreur des silences lourds, et elle préfère les histoires simples répétées avec aplomb. Alors elle choisit de croire ce qui arrangeait les appétits et rassurait les envies, que la mère se reposait bien loin et que le fils avait trouvé son heure, et tant que la viande demeurait fraîche et bon marché, tant que les congélateurs chantaient chaque matin le même air glacé,
tant que la caisse sonnait comme un carillon difficile à ignorer, nul ne jugea utile de gratter la peinture brillante de la réussite pour regarder ce qu'il a trait dessous, et l'on accepta, au moins pour un temps, que l'absence devienne une habitude comme une autre. Chengdu n'avait pas toujours été l'homme que les gens acclamaient devant Majestic Frozen Fuse. Des années auparavant, il avait été l'espoir fragile de sa famille. Sur les 3 enfants de Mama et Faeoma, il était le seul fils et le seul qui avait eu la chance d'aller à l'université. Ses 2 sœurs, Ngozi et Amara, étaient restées au village, aidant leur mère au champ et vendant de l'huile de palme au marché. Mais Chengdu se distinguait depuis l'enfance par son esprit vif, son habileté avec les chiffres et sa facilité à parler. Il était toujours premier de la classe, et les villageois répétaient qu'il rendrait un jour sa mère fière, qu'il serait la lumière qui changerait leur destin. Mama et Faeoma le croyaient de tout son cœur. Elle vendit ses pannes colorées les uns après les autres jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus que des vêtements ternes, elle se coucha souvent le ventre vide pour économiser l'argent des frais de scolarité, elle pria et pleura des nuits entières pour que son fils perde ses façonneurs à leur nom. Le jour de sa remise de diplôme fut pour elle le sommet de la joie. Chengdu portait un costume noir trop large, mais son sourire éclairait la photo prise à côté de sa mère en larmes et fière comme jamais. Le village entier dansa et chanta que leur fils était désormais diplômé, le premier de leur lignée, et Mama et Faeoma répétaient partout que leur vie allait changer, que son fils trouverait un bon travail et les sortirait de la misère. Mais la réalité se révéla plus dure. Les mois passèrent, puis les années, et Chengdu courait d'une ville à l'autre avec son enveloppe brune pleine de certificats, d'Aoka à Enugu, jusqu'à Abuja, faisant la queue devant des bureaux, suppliant pour des entretiens, revenant toujours avec les poches vides et le visage abattu. Sa mère le consolait en lui caressant le dos et en murmurant que Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot, que le temps viendrait. Mais l'orgueil de Chengdu souffrait. Chaque fois qu'il demandait de l'argent pour le transport, il se sentait humilié, chaque fois qu'il voyait ses sœurs peiner au champ sous le soleil brûlant, il se sentait inutile. Une colère sourde commençait à gonfler en lui. Un soir, il resta assis devant leur maison en terre, les poings serrés et le regard perdu sur la route poussiéreuse. Comment un diplômé aussi brillant que lui pouvait-il être réduit à mendier de l'argent à sa mère? Comment un homme pouvait-il rester prisonnier d'une pauvreté aussi cruelle alors que d'autres de sa promotion roulaient déjà en voiture et vivaient en ville? Le feu qui brûlait en lui devint un volcan prêt à jaillir. Le tournant arriva un après-midi dans un débit de boisson où il retrouva un ancien camarade d'université, Obiora. L'homme, bien habillé et sûr de lui, le regarda avec un mélange de compassion et de provocation. Il lui dit qu'il était trop intelligent pour végéter ainsi, qu'il existait des moyens d'arriver vite, mais qu'il fallait du courage. Shindo demanda avec espoir s'il avait des relations pour un emploi, mais Obiora éclata de rire et répondit qu'il connaissait mieux encore, une société secrète qui ne manquait jamais. Si tu leur donnes ce qu'ils veulent, ta vie change en quelques jours. Shindo fronça les sourcils et demanda ce qu'il voulait. Obiora baissa la voix et dit simplement qu'il fallait offrir un sacrifice. Shindo pensa aussitôt à un bouc ou à une vache, mais Obiora secoua lentement la tête avec un sourire sombre. Pas un animal, dit-il, mais ce que ton cœur chérit le plus, ce que tu aimes vraiment. Shindo sentit ses entrailles se tordre. Sa gorge se dessécha. Tu veux dire une personne, murmura-t-il. Obiora but une gorgée et répondit calmement que rien de ce que les riches possèdent n'est né du hasard ou du dur labeur, qu'il fallait un prix de sang pour entrer dans le cercle. Shindo se cabra aussitôt, secouant la tête, affirmant qu'il ne pouvait jamais faire ça, que ses sœurs et sa mère étaient toute sa vie. Obiora alors perdit son sourire, son visage se durcit et il lui dit qu'il pouvait continuer à mendier, continuer à regarder ses sœurs se tuer à la tâche et sa mère dépérir, ou il pouvait saisir l'unique porte de sortie qui s'ouvrait devant lui. Shindo ne répondit pas, mais la nuit suivante, ses paroles résonnaient encore dans ses oreilles comme un tambour. Ce que tu aimes le plus. Pendant que la pauvreté les écrasait davantage, tandis que les prières de sa mère lui rappelaient son échec et qu'il voyait chaque jour le désespoir creuser des rides sur son visage, sa résistance se fissurait. Un jour, après une violente dispute avec sa mère à cause d'une poignée de billets froissés pour le transport, il sortit de la maison en hurlant qu'il était fatigué de vivre comme un chien,
qu'il ne voulait plus attendre Dieu. Le soleil écrasait la terre, la poussière collait à ses pieds. Il marcha jusqu'au grand manguier à la lisière du village. Obiora l'Y attendait, adossé au tronc, comme s'il savait. Ses yeux brillèrent en le voyant approcher. Alors, dit-il d'une voix basse, tu es prêt maintenant. Shindo resta un instant figé, le souffle court, piocha lentement la tête et dit, dis-moi ce qu'il faut faire. Obiora sourit, un sourire qui n'avait rien de chaleureux, et posa une main lourde sur son épaule. Amène la personne que tu aimes le plus, et tout ce que tu désires sera à toi. Argent, puissance, une entreprise qui ne tombera jamais. Le cœur de Shindo se serra. Les images de sa mère priant à genoux, de ses sœurs riant dans les champs, traversèrent son esprit. Ses pas de retour vers la maison furent lourds, comme si chaque pierre de la route s'accrochait à lui. Cette nuit-là, il s'assit près du lit de sa mère. Elle dormait sur son vieux tapis de raffia, une petite lampe à huile jetant une lumière faible sur sa bibeluse et posée à ses côtés. Shindo murmura, « Maman ». Elle ouvrit les yeux et sourit malgré la fatigue. « Oui, mon fils. » Sa voix tremblait quand il lui demanda si elle avait toujours prié pour son succès. Elle acquiesça doucement. « Chaque jour, chaque nuit, Dieu ne nous abandonnera pas, tu réussiras, je le sais. » Ses lèvres tremblèrent. Il détourna la tête, murmurant qu'il en était convaincu lui aussi, mais au fond, il savait qu'il avait déjà choisi le chemin. Le lendemain soir, il lui dit avec douceur qu'il avait entendu parler d'une veillée de prière spéciale au bord de la ville, un endroit où des miracles puissants se produisaient, et qu'ils devaient y aller ensemble. Les yeux de Mama Ifeoma brillèrent. Elle remercia Dieu en sanglots, pensant que ses prières avaient enfin porté du fruit. Elle noua son foulard et resserra son pagne, prête à marcher avec lui. Tout le long du chemin, elle pria à voix basse, remerciant Dieu pour les bénédictions qui arrivaient. Shindo marchait devant, le visage fermé, les poings serrés. Quand ils arrivèrent aux grands enclos entourés d'arbres sombres, elle s'arrêta, troublée. Ce lieu ne ressemblait pas à une église. Des chandelles brûlaient, projetant des ombres dansantes. Des hommes en tunique noire chantaient des paroles graves et étranges. Elle ralentit le pas, demanda d'une voix inquiète ce qu'était cet endroit. La gorge de Shindo se noua. Il voulut parler mais déjà 2 hommes s'avançaient et saisirent ses bras. Elle cria, « Samuel, aide-moi, qu'est-ce qui se passe ?» Mais Shindo resta pétrifié. Ses jambes étaient de pierre, ses yeux remplis de larmes. Sa voix résonna dans la nuit comme une lame déchirante, puis s'éteignit brusquement. Les chants montèrent plus fort, les flammes des chandelles vacillèrent comme si elles se nourrissaient de l'air lui-même. Shindo s'effondra à genoux, la tête entre les mains, sanglotant son son. Au matin, tout était accompli. Derrière Majestic Frozen Foods, une camionnette déchargea des blocs de viande encore fumants. Le chef de la société, un homme immense aux yeux froids, lui dit d'une voix tranchante que chaque matin, le premier client devait manger une part de sa mère. C'était la condition pour que la richesse demeure. Les mains de Shindo tremblaient lorsqu'il acquiesça. Quand la boutique ouvrit, les clients arrivèrent comme toujours, saluant, riant, complimentant. Une femme dit que sa viande était la meilleure du marché, une autre jura qu'elle n'avait jamais rien goûté d'aussi frais. Avec un sourire forcé, il tendit le premier morceau, et la cliente l'emporta, ignorante de ce qu'elle tenait. Le reste de la journée, il servit de la viande ordinaire, son visage impassible comme un masque. Personne ne sut jamais que dans les congélateurs vibrait désormais un secret abominable. Mais au fond de sa poitrine, Shindo portait un fardeau de culpabilité qui ne le quitterait plus jamais. Chaque nuit, le dernier cri de sa mère revenait lui déchirer l'âme, chaque matin, sa main tremblait en servant le premier acheteur. Pourtant, l'argent commença à couler à flot, les éloges se multiplièrent, sa boutique devint une légende locale, et son nom résonna dans tous humains comme celui du jeune homme le plus prospère du village. Mais dans l'ombre glaciale de ses congélateurs, la paix de son âme avait été troquée contre des cris étouffés et du sang versé. 2 années passèrent et la fortune de Shindo grandit comme une forêt après la pluie. Le choc fut si grand que certains tombèrent à genoux,
d'autres éclatèrent en sanglots, mais très vite, la douleur se transforma en rage. « Tu nous as fait manger ta propre mère », rugit un vieil homme. « Tu n'es plus des nôtres », cria la foule. Des pierres volèrent, des bâtons frappèrent. Chindou hurla une fois, puis une deuxième, puis plus rien. Quand la fureur se calma, son corps gisait sur le sol, brisé, son visage figé dans un silence éternel. La police arriva tard, ses sirènes hurlant, mais le mal était fait. Les villageois restèrent debout, essoufflés, les yeux lourds de larmes et de colère. Puis leurs regards se tournèrent vers Majestic Frozen Foods. La boutique qui avait été leur fierté, leur source de viande fraîche, était désormais une tombe de secrets. Pendant des jours, personne n'osa s'en approcher. La porte resta fermée, les congélateurs éteints, les murs blancs devinrent ternes, l'enseigne se rouilla. L'herbe monta autour du bâtiment comme si la terre voulait reprendre ce qui lui appartenait. Les enfants furent avertis de ne jamais jouer près de ce lieu, les mères traversaient de l'autre côté de la route en tenant leurs petits contre elles, et même les chasseurs évitaient ce coin. Le nom de Chindou n'était plus prononcé avec admiration, mais chuchoté comme une malédiction. Amara, brisée par la douleur, quitta le village, n'emportant que la vieille Bible de leur mère, celle dont les pages portaient encore les marques de ses larmes. Et Humain se garda dans sa mémoire une leçon gravée à jamais dans le sang et la honte. La richesse qui naît du sang réclame toujours plus de sang, jusqu'à tout dévorer, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Si tu as été touché par cette histoire, n'oublie pas de laisser un like pour soutenir la chaîne. Partage aussi cette histoire avec tes proches afin qu'ils découvrent, eux aussi, les leçons qu'elle porte. Dis-moi en commentaire ce que tu en as appris et ce que tu retiens pour ta propre vie. Et surtout, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines histoires africaines remplies de mystères, de sagesse et d'émotions.